bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui je suis avec Pauline Roch, réalisatrice de films documentaires et de fiction, et autrice aussi. Autrice dans le cadre de films, ou est-ce que ça peut être au sens large, ou c'est vers le cinéma ? C'est vers le cinéma, oui, Donc, essentiellement. Je sais pas, on dit autrice de cinéma, on dit comment, tu sais ? Scénariste ? Auteurice. Ah, on dit auteurice ? Pourquoi ? Ah, ok, auteurice. C'est auteur-autrice. Auteurice. Ouais. Ah, autrice. Ah, ok, d'accord. Si on le lit à l'écrit. Ah, mais j'ai pas bien fait la dernière fois, j'ai fait inclusif. Je vais recommencer. En bonjour inclusif, à tous. On peut dire auteurice. C'est bonjour mais à moi, tous. je suis qu'une femme, je suis pas une femme et un homme, donc on peut dire autrice. Ça devient compliqué pour moi, mais bon, j'essaye de m'adapter au maximum. Est-ce que, avant de nous parler des projets sur lesquels tu travailles, est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton parcours ? Comment tu en viens à faire du cinéma, de la réalisation ? Ouais. Eh ben, j'ai eu envie de faire du cinéma à un moment où j'ai séché mes cours de danse contemporaine. En fait, j'étais en conservatoire en danse contemporaine et je me rendais compte que je préférais aller au cinéma que d'aller danser, ce qui était assez étonnant. Et ça a été le déclencheur pour changer de vocation. Enfin, j'étais jeune, j'avais 18 ans et il était encore temps. Et voilà, je me suis inscrite à la fac de cinéma tout de suite après mon secondaire. Et là, j'ai suivi des cours pendant une licence en France pendant 3 ans. Et puis j'ai pratiqué en troisième année, la réalisation parce que c'était un cursus pratique, donc on pouvait réaliser vraiment des courts-métrages. Et là, j'ai rencontré une professeure qui m'a vraiment entourée et qui m'a donné vraiment, j'ai envie de dire, toute le soutien et la reconnaissance pour que je puisse réaliser. Et une fois le film fini, la reconnaissance pour que j'ai confiance en moi, suffisamment confiance en moi pour me dire que j'allais être réalisatrice, ce qui n'est pas évident à la base. Moi, je viens pas du tout d'un milieu d'artistes ou même culture, enfin où il y a vraiment une culture très développée. Enfin, dans ma famille, ça a toujours été, je suis plutôt issue de la classe moyenne et ma mère s'intéressait à la culture, mais c'est pas du tout son apprentissage à elle. Enfin, c'est pas du tout son milieu à elle. Du coup, voilà, j'avais l'impression que j'étais, grâce à cette professeure, que j'étais légitime à entreprendre et des études de cinéma plus poussées et à me dessiner réalisatrice, quoi. Adulte. Et c'est le moment où tu fais la bascule, c'est-à-dire où tu décides que ça va être ça. Tu vois, tu fais de la danse, et puis d'un coup, tu vas plus au cours de danse pour aller vers le cinéma. C'est un truc, c'est immédiat en fait. C'est ta rencontre avec le cinéma, tu vois. Ça se joue dans ta tête et bim, tu veux faire autre chose.
C'est pas immédiat, non, c'est un constat, que je préférais, réfléchir et penser cinéma et puis j'ai commencé à écrire aussi des petites choses, en imaginant des personnages, que la danse et il y avait pas que ça, c'est aussi que je préférais aller voir des films de danse que le pratiquer, même si j'aimais beaucoup danser. Donc moi, je suivais un enseignement de Dominique Bagoé au conservatoire. Dominique Bagoé qui se plaçait, en contradiction par rapport au code classique, physique, qu'amenait la danse, classique évidemment, mais même la danse moderne et il faisait beaucoup de vidéodanse et donc moi, j'allais voir, voilà, ces vidéos et j'ai commencé à m'intéresser au langage cinématographique aussi, à travers, à travers ces vidéos. C'est-à-dire, voilà, à me poser des questions, comment il découpe son film, qu'est-ce que finalement l'image amène plus que la scène, quoi. L'image filmée amène de plus, ou en tout cas de différent que, qu'un corps en mouvement sur une scène. Et il y a un rapport intime au corps découpé par la caméra qui m'a en fait beaucoup, voilà, beaucoup touchée. C'était là, j'y pense maintenant. J'y avais jamais pensé, mais en fait, j'ai eu un très grave accident de voiture juste avant le conservatoire. Et mon corps, il fonctionnait pas super bien. Il y a des fois où ouais, je suis quand même rentrée au conservatoire, j'étais dans les dernières années, j'ai eu mon certificat, etc. Mais il y a des fois où mon corps était défaillant. Enfin, je pouvais être en équilibre et hop, je tombais, quoi. Et c'est vrai que enfin, là, maintenant, j'y pense, mais le rapport du corps découpé Hmm. Ah ouais, de j'étais pas sur ce lien. Ah oui, filmer, ça effectivement. peut être voilà, quelque Parce que moi, chose j'étais sur le corps, c'est-à-dire qu'il y avait la question de la physicalité dans la danse du corps et filmer des corps Mhm. qui peut être comme une continuité en fait. Ouais. Ouais, du coup, je disais, il y a comme une continuité entre la pratique physique de la danse et ensuite s'intéresser au cinéma, c'est aussi montrer des corps en mouvement. Enfin, c'est pas que ça, il peut y avoir la question de la parole et tout. Moi, c'est plus quelque chose. J'ai plus un rapport au cinéma qui est vers cet angle-là. Je me pose moins la question des corps. Mais pour toi, ça a peut-être été en fait un prolongement. Oui, ça a été un prolongement, ça c'est sûr. Ça a été, euh, étant donné que j'ai découvert enfin, j'ai commencé à me poser des questions sur la façon dont on filmait une situation à travers la vidéodanse. Ça a été une continuité que de passer de la danse à ces réflexions sur comment filmer un corps, quoi. De passer de comment danser, quelle est l'impulsion du mouvement dans mon corps, à comment filmer cette impulsion. C'est encore des choses que tu as en mémoire quand tu réalises ces questions-là, aujourd'hui ou pas? Oui, je crois. Ouais. Mais étonnamment, en ce moment, pour mon projet autour de Marguerite notamment, mes réflexions vont plus sur comment filmer l'impulsion de la voix. Alors tiens, est-ce que tu peux raconter Marguerite, du coup, ce projet? Alors Marguerite, c'est un documentaire fiction qui est en cours de développement, qui cherche à restituer la vie d'une béguine du Moyen Âge qui a été brûlée pour avoir écrit un livre, Le miroir des âmes simples et anéanties, considérée comme hérétique. Et elle a été... Donc, en 1305, son livre a été une première fois brûlé. Et suite à ça, et on lui a interdit d'écrire et de continuer à scander son livre, hein, parce qu'elle scandait son livre, elle déclamait son livre en public, a priori, selon certaines sources. Elle a continué à faire ça, et donc elle a été emprisonnée en 1309, elle a été prise et emprisonnée en 1309. Elle a refusé de se présenter face à l'inquisiteur, qui voulait la soumettre, comme il soumettait certains détenus, à une enquête réglementaire. Et elle a été amenée de force face à son inquisiteur, enfin à l'inquisiteur, c'est pas le sien. Et là, on lui a demandé de se repentir
avec à l'appui tout un tas de questions qui l'incriminaient directement. Elle a refusé de parler, donc elle est restée en silence lors de cette enquête réglementaire. Un silence que j'appelle de résistance, quoi. Parce que elle a refusé de s'enliser dans les mots que l'inquisiteur voulait lui imposer, l'imposer à dire. Et suite à ça, elle a été brûlée. Donc sur un bûcher, ça a été la première femme à être brûlée en place de Grève à Paris en 1309. À être brûlée pour sa pensée. Et ce que je propose pour ce film, c'est que dans un béguinage aujourd'hui, le béguinage de Leuven, des femmes de mon contemporain viennent m'aider à raconter cette histoire. Des femmes qui, comme Marguerite, ont tout un point commun, c'est qu'elles ont été assignées au silence à un moment donné. Et depuis ce silence, elles ont développé leur pratique vocale. Ah, waouh. Je crois c'est-à-dire qu'on leur impose le silence, c'est Ouais. ça? Mais c'est une forme de silence parce que du coup, elles peuvent jamais parler? Non, on leur a imposé à un moment donné un Ah, voilà. silence dans leur vie. Ah oui, voilà, ok, ok. Elles ont été assignées au silence Ok. dans une situation à un moment donné dans leur Ok. vie. Et depuis ce silence-là, elles ont commencé à créer quelque chose par l'écriture, mais aussi par la voix, quoi. Alors, quelle forme ça prend? Parce que j'arrive pas à comprendre. Et donc, c'est des témoignages de ces femmes-là. Enfin, en fait, on est dans un béguinage et on commence à réfléchir à Marguerite. Et en fait, c'est la vie de Marguerite qui déclenche le témoignage de ces femmes. Ok, ça y est. Ok. Et donc, c'est le témoignage de ces femmes qui nous fait revivre les émotions qu'aurait pu vivre Marguerite, même si, évidemment, le Moyen-Âge et le présent, on ne vit pas les mêmes émotions, mais disons qu'on peut imaginer qu'elle aurait vécu ça. En tout cas, c'est avec nos émotions d'aujourd'hui qu'on peut revoir le passé. Et qui nous raconte aussi comment elles s'en sont sorties avec leur pratique vocale, quoi. Et le lien qu'elles ont, c'est la mise sous silence, hein, c'est ça. La mise sous C'est à un silence moment donné, et le développement d'une pratique vocale. Oui, mais ça c'est une conséquence du coup. Ou en fait, qu'est-ce que tu appelles la pratique vocale? C'est pas le fait de raconter l'histoire, si. Non, c'est pas le fait de Ah raconter voilà, l'histoire. c'est une pratique particulière. Alors, il y a une psychanalyste qui est musicologue et qui travaille sur l'aphonie, qui elle est devenue, qui a été aphone à un moment donné et qui a travaillé la pratique de la psychanalyse pour pouvoir comprendre ce qui se passait et le transmettre à d'autres, quoi. D'accord. Et alors il y a Oda qui est une jeune femme iranienne, d'origine iranienne, qui est arrivée à 20 ans à Bruxelles et qui s'est fait rabaisser par des figures d'autorité iraniennes, donc mise sous silence, et qui est partie d'Iran. Et en revenant ici, elle a commencé à rechercher, à pratiquer des chants traditionnels et à rechercher les voix des femmes de sa région en Iran et des chants qu'elle pouvait chanter. Et qui racontait le silence des femmes là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'ici, elle a essayé de retrouver les sonorités, les manières de pratiquer le chant de femmes en Iran, quoi, qui chantaient elles-mêmes le silence. Donc, elle a un projet qui s'appelle Chanter le silence. Il y a Monia, que tu connais, avec qui j'avais travaillé sur un film 2 ans auparavant, Les paroles restent, qui elle, après avoir été lynchée par un groupe de profs, est assignée au silence par rapport à son enseignement et à tout ce dont elle croyait, a quitté l'école et a préféré développer une pratique de l'art oratoire, donc de la rhétorique, et à la transmettre à ces jeunes. Il y a quelque chose aussi... là, c'est très féminin. Ouais. Ça fait aussi partie de tes envies d'expression, c'est-à-dire raconter
les problématiques de femmes d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire que ça fait le passé, comment le passé revient dans le présent, ou comment en fait il est encore présent, et raconter ça pour libérer cette parole-là. C'est ça un peu qui t'anime là-dedans? Ouais, c'est ça qui m'anime. Après, je pense que les femmes ont longtemps été une minorité, et donc mises sous silence par rapport à ce qu'elles étaient vraiment et ce qu'elles voulaient exprimer. Mm. Mais comme d'autres minorités ont pu l'être, évidemment. Comme je me sens... Enfin, je suis cis, donc je suis une femme assignée à ce sexe à la naissance. Et, euh, et que dans mon rapport à la parole, j'ai autant avec ma mère en modèle que mon propre rapport, j'ai souvent senti voilà, cette boule dans le ventre qui Mhm. me noue, et ce rapport à la parole qui n'est pas évident à prendre en public. Et du coup, c'est vers ça voilà, que je suis allée naturellement en tant que femme. Et pourquoi c'est des femmes qui sont dans ce béguinage, c'est aussi que les béguinages étaient principalement peuplés par des femmes. Donc pour raconter l'histoire de Marguerite, ça me semblait évident. Et en plus, les béguinages avaient la particularité déjà au XIVe siècle de permettre aux femmes de vivre entre elles sans avoir à respecter ou à être soumises à la tutelle masculine, que ce soit la tutelle maritale ou ecclésiastique. Elle n'était pas obligée de prononcer de vœux, donc elle n'était pas obligée d'être sous la tutelle d'un clerc. Et donc ce qui les différencie des nonnes, parce qu'elles pouvaient être laïques, quoi. Mm. Enfin, laïques pour l'époque. Elles croyaient, beaucoup croyaient en Dieu, mais certaines n'avaient pas forcément un ordre religieux auquel ils voulaient se rattacher, quoi. Mm. Se rattacher et donc suivre tout un rituel autour de ça. Marguerite était mystique, donc c'est différent, mais les béguinages en soi, voilà. Et c'est intéressant parce que je pense que je vais chercher vraiment aussi, enfin je me questionne sur qu'est-ce qui a pu la pousser à écrire Marguerite, alors qu'a priori elle était autodidacte, qu'elle savait qu'elle allait, enfin c'était dangereux pour elle. Enfin, je pense qu'elle le savait au bout d'un moment. En tout cas, à partir du moment où son livre a été brûlé, elle savait que si elle continuait à écrire et à développer sa pensée et à la divulguer, ça allait finir mal, cette histoire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a autant cru en elle, voilà, et qu'elle a déployé toutes ses forces toutes ses forces, cette énergie créative pour créer comme elle le faisait, écrire comme elle le faisait. Et je pense que c'est lié à cette liberté de vie en communauté entre femmes, qui n'était pas possible à l'extérieur. Au Moyen-Âge, il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, voilà, il y avait, enfin, la femme n'était que le... Même si elle pouvait travailler, surtout pour les plus enfin, et les plus bourgeoises étaient plus ou moins considérées, mais elles étaient inférieures à l'homme. C'était même pas... Mm. La notion de féminisme ne pouvait pas être présent dans leur esprit parce qu'elles étaient évidemment inférieures. C'est intéressant, je trouve, de le voir comme le côté de la sororité. Que l'énergie qu'elle prend, elle le prend d'un groupe, d'être ensemble. C'est intéressant, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi que ça pourrait être, bon, c'est une hypothèse, hein, mais que elle a peut-être fait pour que toi, tu vois, que les femmes du futur puissent aussi trouver son héritage. C'est-à-dire que c'est à la fois peut-être dans son présent, mais aussi un combat pour l'avenir, quoi. Parce Mhm. que du coup, ces écrits arrivent jusqu'à toi. C'est quand même quelque chose aussi. Ouais, c'est énorme. Comment tu la rencontres, toi? Enfin, Moi, je comment la tu rencontres rencontre ces à la écrits? radio. Ah ouais? À la radio, j'écoute une émission sur les béguines, Ok. parce que ça commence à fort m'intéresser. C'était il y a 3 ans et demi même. Et j'entends un de ses poèmes, vraiment, qui me bouleverse, mais je comprends la moitié de ce qui est dit, parce que Mhm. je, quand je fais des recherches par la suite, je comprends qu'elle
elle a été traduite, mais très récemment, et donc on n'est pas sûr de la traduction. Et elle écrivait en ancien français, et donc il y a tous des sens qui ne correspondent pas avec les sens d'aujourd'hui. Donc, certaines phrases, je les prends et elles me donnent des larmes aux yeux. Et d'autres, je comprends pas du tout. Et en fait, je pense, ce va-et-vient entre des phrases me touchent profondément et d'autres que je ne comprends pas, qui m'a fait donner envie de comprendre mieux ces phrases et de Euh, me mettre au travail et d'impulser quelque chose. C'est ça. Et l'idée du film, ça vient de cette rencontre-là, avec ces textes, avec cette Avec ces personne. textes, ouais, ouais. Et tu te dis, ça devient un sujet. Tu vois, je sais pas, tu entends ça et tu creuses un peu. Et c'est là où tu te dis, ben, je vais en faire un film. Oui, je me dis son histoire est incroyable. Elle a été effacée de l'histoire, justement. On ne connaît... Enfin, quand je tape sur Internet Marguerite Porrette, on me dit que tout d'elle a été effacé, donc toutes les sources sont très floues. De là, donc j'essaye d'en savoir plus quand même, s'il reste rien, a priori. Mm. Et donc je vais aux archives nationales de Paris. Là, je vois les actes de son procès. Mais avant de les trouver, on a mis 4 heures avec un médiéviste, parce que les, les, les cotes dans lesquelles devait être rangé les actes du procès de Marguerite avaient été déplacés. Du coup, on s'y retrouvait pas dans le rangement, le classement Mm. aux archives, quoi. Et donc, au bout de 4 heures, finalement, alors on allait voir les collègues dans les bureaux pour savoir où étaient ces archives de Marguerite, on a réussi à trouver les actes du procès. Et donc, on m'a installée sur une machine des années 70. Voilà, j'étais comme sur le Minitel de Retour vers le futur. C'était assez marrant. Et, euh, et là, voilà, je fais défiler les actes du procès, et c'était écrit en langue vernaculaire, donc en français, en ancien français du XIVe siècle. Et alors le médiéviste me dit: ah mince, je lis le 12e, mais pas le 14e. Je suis désolée. Du coup, je suis repartie avec mes photocopies. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu as quand même pu avoir des copies des Ouais, textes. ouais, je suis repartie avec mes photocopies. Et quelques semaines après, j'y suis retournée. C'est très long pour voir les archives. Et j'y suis retournée. Et en cachette, le médiéviste m'a fait une visite des sous-sols des Mm. archives. C'était hallucinant. Ah ouais, j'imagine. Et donc, on est allé... j'ai vu voilà, les actes du procès sur la peau sur lequel avait été inscrit euh, le jugement de Marguerite, quoi. Incroyable. Mm. Incroyable. C'est quelque chose, j'imagine, d'être devant ces documents-là aussi. C'est l'histoire, quoi, je veux dire. Ouais, C'est les documents d'époque, ça veut dire que ça connecte. Il y a un truc qui connecte, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, ça doit être quelque chose, surtout avec des histoires comme ça, tragiques. Et puis des histoires où on est sûr de rien, finalement. Ça c'est l'histoire, Ça, ça. c'est l'histoire, c'est ça. Après, ça peut partir de cette histoire-là qui peut être comme un mythe, entre guillemets, mais tu peux quand même construire quelque chose. Ça n'empêche pas de construire dans le présent, au contraire. Peut-être c'est bien aussi qu'il n'y ait pas tout, aussi. Peut-être qu'il y ait des trous. Ça permet d'y glisser ton imaginaire. Et comment est-ce que donc, une fois que tu as ces documents, où tu t'es lancé, alors comment ça devient un film? Parce que là, tout à l'heure, tu parlais de docu-fiction. Donc moi, je t'ai connue comme réalisatrice de documentaires. J'ai découvert que tu avais fait aussi un film de fiction. Là, c'est un film qui rassemble les deux. Mais comment se dessine ton film, en fait? Comment tu commences à écrire le film je sais pas, parce que c'est pas un biopic, quoi. C'est pas, comment tu commences à écrire ce film-là, ton film? Il y a tout de suite eu l'envie de contemporanéiser et de manière juste son histoire, c'est-à-dire de pas en faire une reconstitution, Mhm. mais de sentir ce que son histoire provoque chez des femmes aujourd'hui. Il y a tout de suite eu ça. Donc de là, je vais chercher... Je suis très intéressée par le documentaire et les nouvelles formes de dispositifs, de langage Mhm. qui peuvent voilà, provoquer des choses
voilà, des récits nouveaux et des nouvelles manières de raconter des histoires. Ça, d'un point de vue cinématographique, à ce moment-là, et maintenant aujourd'hui, j'ai très envie de ça. Et je trouve que c'est cohérent par rapport à une nouvelle manière de faire, enfin, à ce que Marguerite me provoque dans l'idée de trouver une nouvelle manière de faire l'histoire, même si c'est présomptueux. Mais ça, je le laisse aux historiens, évidemment. Mais je trouve ça très excitant Oui, puis dans cette idée voilà. ça peut être un moteur. Et c'est un moteur, et c'est de là, donc je cherche un dispositif. Très vite, il y a des femmes d'aujourd'hui qui arrivent dans le dispositif. Et au départ, et donc j'écris un premier dossier pour être soutenue. Ce film est ponctué de volonté d'être soutenu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une histoire forte aussi. Enfin, je sais pas. En tout cas, de là, j'écris un dossier où je prends son procès comme base, comme arène, comme situation principale. Et je me dis, il pourrait y avoir une comédienne qui, en fait, au début est en silence, et une coach de la parole qui lui permet de prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la parole, etc. Et donc, je commence à écrire voilà, une fiction autour de ça, avec des incursions de qui était du coup la coach qui emmènerait, qui était Marguerite et pourquoi elle devrait dire ça ou ça. Donc l'histoire qui arrive comme entre les lignes, quoi, entre le dispositif. Et la propre histoire de la comédienne qui pourrait ressortir, et donc essayer de mêler l'histoire de Marguerite et elle. Mais ça, je trouvais ça pas juste parce que c'était lui mettre encore une fois des mots des mots qu'elle n'a pas dites et qu'elle ne voulait pas dire dans sa bouche. Trop bien d'avoir cette réflexion. Et donc, voilà, tout le challenge cinématographique et éthique, ça a été de comment rendre hommage à son silence. Et donc, comment mettre en scène le silence et l'absence, à travers la présence de femmes d'aujourd'hui. Mais parce que tu dis silence, mais elle a quand même écrit. Il y a des textes. Il y a un Oui, truc, mais elle a décidé de faire acte de silence à son procès. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu dis silence, c'est fin de sa vie, en fait. C'est le moment où elle décide de se taire, quoi. C'est ça. Pour bien que je comprenne le contexte. Exactement. Ok, donc en fait, donc ton idée, c'est de respecter ce silence-là qu'elle a eu. Du procès, ouais. Son silence final. Donc, mais de le raconter quand même, et que sa parole, en fait, trouve écho aujourd'hui avec des histoires, donc les 3 histoires dont tu me parlais tout à l'heure, de femmes, il peut y en avoir 4. plus, hein, Ouais, mais il y en aura peut-être 5 même. comment des histoires de femmes du présent, en fait, font écho, ou dans l'autre sens, quoi. Ouais. Son histoire fait écho, ou alors la tragédie de la condition de la femme qui fait écho tout le temps. Exactement. Ah ouais, c'est hyper intéressant, du coup. Et c'est ça que tu appelles dispositif ? Et ça, voilà, c'est mon dispositif. Et donc, on est dans un béguinage, au béguinage de Leuven, qui porte en lui la marque du XIVe siècle. À l'extérieur, où je cherche Marguerite, et dans une chambre constituée dans un visuel du passé, rappelant le passé. Alors, c'est pas la reconstitution historique de base, parce que ce que j'ai envie, c'est qu'on sache tout le temps qu'on est dans le présent en train de reconstituer le passé, quoi. Et là, il y a des femmes en individuel qui interviennent face caméra. On cherche une esthétique de tableau, enfin voilà, avec tout un univers qui se crée, un langage qui se crée pour le film. Mais voilà, c'est le dispositif est là.
Est-ce que tu gardes à l'époque, moi je t'ai connu, il y avait des instants d'entretien filmés Mm. et puis des instants de vie. Est-ce que tu gardes ça aussi comme dispositif, comme manière de faire Pauline Rock, tu vois, ou je sais pas comment dire, ou je sais pas si ça porte un nom comme manière de faire. Ou est-ce que c'est encore différent? Bon, là, j'entends que tu fais venir la dimension du passé aussi, enfin bon, il y a donc la fiction. Est-ce que tu veux garder ça? Est-ce que c'est flou? Est-ce que tu sais pas encore? Alors, Comment je montrer voulais ces garder femmes, ces ça. récits? J'ai tourné déjà des essais en septembre. Ok, Et je voulais garder ça avant les essais et j'ai changé d'avis après. ok. C'est-à-dire que c'était pas dans leur vie que je voulais aller. Je voulais rester de toute façon dans le béguinage. Mais je voulais proposer à ces femmes de créer une petite communauté de vie dans un béguinage dans ce béguinage pendant X temps Mais et de filmer à la fois leur quotidien dans le béguinage et à la fois des faces caméra. Mais je me suis rendu compte que c'était pas juste parce que finalement j'étais en train de faire un autre film avec ce quotidien dans ce béguinage. C'est hmm, est-ce que c'est possible de faire communauté? Et c'est pas le ouais, sujet de mon film ouais, parce qu'on n'est pas obligé de s'entendre et finalement voilà, ce serait vraiment ouais. tu vois, enfin proposer à des personnes de se réunir même sur une semaine, c'est déjà tout un bazar quoi. Donc en fait, je vais plus leur proposer de se voir par deux ou trois, selon ce qu'elles diront. Par exemple, Claire, qui est psychanalyste, qui travaille sur la phonie, spécialiste du silence, qui travaille énormément sur le silence et les trous dans le langage, etc. Je pense que ce serait très intéressant qu'elle rencontre Oda, qui par toutes des techniques gutturales reconvoque des sonorités du passé pour l'incorporer et faire ressortir ces femmes, elle dit, depuis son corps, quoi. Ou avec Nadine, qui, elle, la prof de chant dont je t'ai parlé, cherche à faire émerger les voix bloquées des femmes et les voix sincères. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte, Nadine, que, comme beaucoup d'autres, que des femmes avaient des voix bloquées parce qu'elles essayaient d'être dans les aigus quand elles chantaient ou quoi, alors qu'en fait, quand elles allaient chercher dans les graves et dans les profondeurs de leur... Mais chose qui était interdite, il y a des sonorités qui sont interdites pour les femmes. Enfin, qui l'étaient. C'est moins vrai aujourd'hui, mais on a encore Hmm, des voilà, des interdits qui viennent du passé, évidemment, hmm, et qui s'ancrent dans le corps. Et donc, elle va chercher vraiment à débloquer déjà le diaphragme et les postures du corps, hein, parce que c'est vrai que quand tu serres, quand t'es une nana, tu veux un peu pas montrer que tu as du bide et machin et trucs, donc tu te mets dans une posture qui, en fait, t'empêche d'aller chercher au fond de ton diaphragme et de l'ouvrir. Et donc, du coup, d'aller chercher la voix qui te correspond. Enfin, la voix, ou en tout cas, la tonalité, et puis le timbre et tout ce qui te permet de, 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 de convoquer un son unifié, juste, ou en tout cas qui te correspond, quoi. Donc voilà, il y a aussi ça qui peut être, ce travail-là qui peut être beau. Déjà, Nadine en parle très bien. Donc qui peut être beau à être déclenché, comme parole face caméra, et je parle comme une italienne, et, et en même temps une rencontre autour de ce travail, autour de débloquer sa parole physiquement, quoi, pas que... Ah ouais, mais j'entends, moi. C'est maintenant. Je vis ça, moi, maintenant. Ces problématiques-là, à mon échelle à moi. Enfin bon, ouais, je vais pas raconter mon histoire, mais je suis exactement là-dedans. Ouais, c'est passionnant, je trouve ça passionnant. Et comment mêler ces choses-là dans l'histoire. Et je trouve que aussi, bon, j'ai plein. Parfois, mon esprit va plus vite que moi. Je trouve aussi qu'il y a la question encore du corps, hein, là. C'est-à-dire que chanter, C'est vrai, j'avais bah oui, pas... c'est Ouais, la ouais, bien sûr. contrainte du Ouais. corps, le physique. Tu parles Mm. de clichés ou d'interdits. Enfin, je veux dire, une emprise comme ça, peut-être masculine ou d'histoire, je sais pas comment le nommer, tu vois, qui vient. Ça contraint le corps, contraint les zones interdites. Comment libérer ça? Libérer le corps aussi, je crois. Enfin, moi, j'entends ça en tout cas quand tu Tout racontes. à fait. Ouais. Oh, c'est passionnant, hein. C'est vraiment trop chouette comme projet. J'ai une réflexion. Je me suis demandé si le fait d'être ensemble, tu vois, tu dis de créer une communauté,
eh ben, peut-être que ça se passe dans le film, c'est peut-être ton rôle, toi en fait, que ce film soit le lien entre différentes femmes, différentes histoires, etc., qui peut jouer ce rôle-là, tu vois. Qui a Mm. peut-être pas forcément besoin, effectivement, de l'avoir à l'image. Bon, c'est une pensée, hein, je dis pas que c'est juste, mais je pense à ça. Tout à fait. Je suis encore en écriture, mais je pense à ma place dans le film, évidemment, comme tout cinéaste. Et je pense que ça se fera à travers une voix off. Donc la voix et quelle voix, pourquoi ça, je suis en train de le réfléchir. Mais j'aimerais que il soit clair que ce soit moi, Pauline, qui est allée rechercher des infos sur cette femme et qui a besoin d'imaginer ça avec d'autres. C'est-à-dire ce qu'a pu être sa vie autour du 1305, d'un acte qu'on a physiquement et du moment où son livre a été brûlé. Alors qu'elle a été comment, Marguerite, là, face à son écritoire, avant d'aller voir son livre brûlé. Et donc c'est là où il y a aussi de la fiction, c'est-à-dire que j'ai écrit avec des historiens et des historiennes pendant un an son récit de vie. Et j'en ai pris que quelques bribes, parce que la dimension des trous dans l'histoire m'importe. Et si je racontais toute son histoire, alors il n'y a plus de trous, et j'ai imaginé quelqu'un. Bon, bref. Et donc, je propose aux femmes d'apprendre par cœur un morceau de son récit et qu'on parte en impro et qu'on fasse comme si on imaginait ensemble le film. Le film, le récit de Son histoire, Marguerite. ouais. Et on se rend compte petit à petit que c'est un texte et que voilà. Et donc là, parce que j'ai envie de faire voyager dans la réalité, la fiction, enfin voilà, d'être dans ce trouble-là. Euh, mais je sais plus d'où je partais. Ah oui, la voix off. Oui. Et donc, je trouve intéressant qu'on arrive dans les chambres avec les femmes, soit qui imaginent, soit qui disent leur propre récit à elles. Et que ce soit ma voix qui fasse lien entre les différentes femmes. Et qui en plus donne des petites infos des petites infos, en tout cas des éléments un peu essentiels autour de Marguerite pour comprendre son histoire, quoi. Mais c'est pas une voix informative, c'est une voix, une voix de présence pour, encore une fois, le cœur, c'est comment ressusciter l'absence de Marguerite, enfin comment convoquer l'absence de Marguerite et la rendre présente. Et je pense qu'à travers ma voix, voilà, il y a quelque chose qui est cohérent. Et est-ce que tu penses, tu dis pas formel la voix, c'est ça? Non, Pas informative, je veux ouais, pas c'est que ce ça. soit une voix qui dise toutes les choses à savoir pour qu'on comprenne bien l'histoire. J'ai envie qu'on comprenne l'histoire, mais cette dimension, cette nécessité informative, pour moi, elle doit être au service du fond et donc de comment... Tu vas y mettre de toi, moi c'est ça la voilà, question. comment Tu vas je raconter un perçois peu. Marguerite à tel ou tel moment de sa vie.
C'est un très gros projet, non? C'est combien de temps de Là, tout ça fait cumuler? 2 ans et demi que je suis en écriture. Ouais, c'est ça. Très très long, quoi. Des fois, c'est fatigant ou pas? Des fois, t'en as marre? C'est épuisant, ouais. Des fois, tu dis j'en ai marre, Marguerite, lâche-moi, ou à aucun moment donné, tu vois? Pas Comment? Marguerite, mais les dossiers, l'écriture de dossiers pour les financements ou les avant de trouver ce dispositif, je suis passée par, plein de stades parce qu'il y avait la dimension religieuse, spirituelle, qu'est-ce que j'en fais, les textes, les voilà, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, d'elle et qu'est-ce qui fait écho à aujourd'hui. Donc je suis partie aussi sur vraiment autour du patriarcat Mhm. ou de la notion de consentement, avec plus Noam Chomsky. Enfin, ça a été des énormément de théories, enfin de lectures, pendant une année, que ce soit, de lecture féministe de Michel Perrault qui parle justement des trous de l'histoire, des silences dans l'histoire par rapport aux femmes, à, à Stengers, voilà, à Starhawk, parce que son histoire à Marguerite me fait penser aussi à de l'écoféminisme. Donc, je suis allée dans beaucoup de choses, à de l'histoire pure, censée être avec un grand H. Du coup, j'ai convoqué les grands experts de Marguerite. Voilà, il y en a une dizaine dans le monde. Et je suis allée euh, toquer à la porte de Walter Simon, qui est fin fond de la Pennsylvanie, enfin à sa porte de Zoom et d'ordinateur. Mais voilà, j'ai travaillé avec Sylvain Piron, qui est professeur en EHESS, Damien Bocquet, qui est spécialiste des émotions au Moyen-Âge, où je suis allée faire une résidence d'écriture pendant 3 semaines avec lui aussi, qui est spécialiste des émotions du Moyen-Âge, où je suis revenue avec une version du récit de Marguerite, qui finalement, que je déconstruis aussi. Enfin, il y a eu plein de voilà, d'étapes, mais très théoriques et d'écriture. Et finalement, quand je suis arrivée, j'ai tourné des essais en juillet. Les premiers c'était hyper stressant parce qu'il y avait tout qui se rencontrait. C'était un peu comme tout premier essai, pas très probant, mais finalement, ça m'a permis d'en faire en septembre, qui était beaucoup plus probant. Et il y a eu quelque chose vraiment de beau avec Monia Gandhi-Bleu qui s'est passé, où quand elle parlait de la vie de Marguerite, elle est passée du elle au je, parlant de elle, Mhm. Marguerite, et en disant je, mon livre, enfin elle parlait de son livre qu'elle jetait au bûcher. Juste Mhm. avant, elle Ok. avait fait le récit de son lynchage. Du coup, il y a un truc qui marchait, qui fonctionnait, qui était très fort, très beau. Mais c'est sûr qu'il faut qu'elle soit complètement dedans, et pour que les protagonistes soient dedans, il faut que je les invite et que je leur offre un cadre, comme tu fais ici, un cadre propice à développer une parole singulière pour ce film, quoi. C'est pas évident d'aller au Moyen-Âge et de reconvoquer quelqu'un. Ouais, non, et puis oui, c'est ça, ce que j'entends. À la fois, il y a l'histoire, la documentation, il y a la documentation du passé, mais aussi la documentation du présent, hein, quand tu parles de tous les experts que tu as lus. Moi, je ne les connais pas tous, hein, perso, mais ouais, ouais, c'est gros travail. Mais ça, là, tu tiens bon. C'est plus sur les dossiers où, enfin, tu tiens bon tout le temps, je veux dire, mais qu'il y a un moment où, je sais pas, j'imagine que tu passes par des phases de doute aussi. Effectivement, quand il n'y a pas. Je pense que le rapport au plateau, c'est-à-dire le fait de faire, de filmer, il dénoue aussi des choses. Parce qu'on fantasme tant que bah, y a pas, c'est pas expérimenté, c'est dans la tête ou dans les mots, on écrit avec des idées comme ça, puis à un moment donné, il faut les chercher aussi concrètement, quoi. Moi, je trouve ça admirable ce temps-là. Ça me semble infini, Pauline. 2 ans et demi sur un thème. Ouais, je trouve ça vraiment incroyable. Et ensuite, donc, tu disais la dimension qui est plus compliquée, c'est la question de l'argent, mais qui est quand même une réalité, chercher de l'argent, je veux dire, le financement. Comment toi, tu vis ça, en fait? Est-ce que tout à l'heure, on parlait en off, là, en off, on disait sur la recherche de partenaires. Donc, tu écris des dossiers, mais tu cherches aussi à t'entourer. Comment se passe cette étape-là? Ouais, je cherche à fort m'entourer, d'une part parce que c'est un projet ambitieux, d'autre part parce que c'est mon premier film et
l'écriture de dossiers de commission de la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier nécessite d'avoir des codes pour, comme tout dossier de subvention, mais donc pour atteindre le jury. Et, et pour moi, c'est assez compliqué de passer d'une écriture créative, donc chercher un dispositif de film, et puis depuis septembre, je vois plus le film et je l'entends, donc je peux recommencer à écrire en images, en son, qu'est-ce qu'on voit là, et donc qui est un type d'écriture qui est encore différent que l'écriture autour des intentions, pourquoi Marguerite, son silence, etc. C'est encore autre chose. Mais voilà. Et l'écriture de dossier, c'est encore autre chose. Et il y a un... J'ai l'impression que c'est à la fois important pour le processus créatif, parce que c'est pas que pour demander de l'argent, c'est-à-dire que tu mets au clair, tu clarifies tes pensées, et pour communiquer ce que sera le film à d'autres, dans tout son ensemble. Mais pour ça, ça demande d'être très d'avoir un type de structure mentale particulière pour qu'on puisse lire de manière fluide tout ce que sera le film. Autant dans les intentions que les notes de réalisation. Et donc, j'ai besoin de soutien. Enfin, moi, j'ai besoin de m'entourer autant pour préciser tous les éléments de mise en scène que pour me sentir légitime, que pour structurer mon dossier aussi. C'est-à-dire que je passe un temps infini avec... j'ai eu la chance d'avoir plusieurs tutrices depuis le début de ce projet. Tutrice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme si j'étais une plante des fois un peu amorphe et hop, t'es droit avec la tutrice. Enfin, c'est un tuteur, on dit, mais là, en l'occurrence, ce sont des femmes. Et donc, voilà, on passe un temps infini à bouger les parties dans le dossier. C'est-à-dire, bon, la partie Le silence de Marguerite va aller avant la partie protagoniste. Comme ça, on comprendra directement, enfin, je dis n'importe quoi là, mais pourquoi les femmes sont choisies pour le silence, ou là, il faut une transition, là, ci, là, ça. Et ça peut prendre 3 mois à temps plein pour... discuter de quelle partie on met avant une autre, et donc on rentre quand même dans un processus très différent, où il ne faut pas répéter ce qu'on dit avant, après. En plus, comment communiquer toute cette histoire de Marguerite et celle d'aujourd'hui de manière fluide, sans répéter les éléments historiques, etc. Enfin, tout ça est un vrai casse-tête. Et tu dis, je reviens à ce que tu as dit avant, tu as dit mon premier film, parce que c'est le premier que tu écris, c'est ça que tu veux dire? C'est mon premier film d'autrice. Ouais. Ah, c'est ça. Oui, avant, j'ai réalisé des films associatifs, donc avec toi aussi, même si mon dernier film associatif que j'ai réalisé avec toi, au son, Les paroles restent, et on m'a donné carte blanche, donc était pour moi important, et en tout cas me faisait vibrer, et j'ai pu restituer ce désir de film à 50%, je crois, dans le film, en détournant un peu la commande, quoi. Et en essayant d'y répondre quand même, mais c'était un sujet autour de la parole et des manquements dans la parole, et qui m'importe, et qui se retrouve maintenant dans mon travail.
Et là, je continue à écrire de la fiction. Donc, c'est l'histoire très rapidement d'une jeune en fin d'adolescente qui a 17 ans et qui, au contact de sa mère, a sa voix qui se coupe parce que son diaphragme se referme complètement. Enfin, elle a un rapport un peu pervers à sa mère. Et elle doit passer un concours de chant du conservatoire pour partir. Et sa mère veut qu'elle devienne professeure de chant au conservatoire et pas qu'elle parte de la maison. Elle lui interdit de partir de la maison sans lui dire. C'est qu'un rapport de amour-haine. Elles sont très fusionnelles toutes les deux, elles restent tout le temps ensemble. Et en fait, le court-métrage, c'est Jeanne qui ne va pas dire à sa mère qu'il passe un concours. Et elle passe un concours pour partir de chez elle. Et donc, on commence par ce concours-là et on est dans l'intimité de elle et sa mère et c'est comment elle va s'émanciper pour pouvoir voilà, se libérer, quoi. Est-ce que quand tu écris cette histoire-là, tu te dis que tu vas la réaliser ou est-ce que tu écris pour d'autres? C'est pour le qu'est-ce que enfin t'as pas dit c'est pour toi? C'est toi qui voudrais C'est moi qui vais le réaliser. Tu vas réaliser. Ouais. Donc tu as ces deux choses en parallèle. Ouais. Ces deux films-là. Ces deux films-là, ouais. Ils se nourrissent l'un l'autre, ils se répondent Mais alors un peu. là, il y a eu je te dis, il y a un moment où j'ai vibré et c'est grâce à différentes personnes, je pense, qui m'ont soutenue. Je travaille avec une scénariste pour le court-métrage où on est allé vers cette direction-là. Et puis voilà, j'ai une amie psychanalyste aussi avec qui je discute de ces choses-là. Bref, il y a un moment où je suis arrivée à me retrouver avec Nadine, avec qui je travaille pour Marguerite, donc, autour de la voix. Donc déjà, la trajectoire autour de la voix, je l'ai faite grâce au court-métrage, alors que j'étais en train de parler de parole, de réfléchir autour du rapport à la parole avec Marguerite. Et c'est grâce au court-métrage que je me suis dit, mais c'est de la voix dont je parle, en fait. C'est de cet appareil phonatoire dont je parle. Et donc, tout ça m'a amené dans le cabinet, ou en tout cas la salle de répétition de Nadine, qui m'a vraiment fait toute une séance pour libérer mon diaphragme. Trop bien. Et là, j'ai vibré. Je me suis dit, waouh, je me suis mise à pleurer. Ah ouais. Bon, en plus, elle a fait une lecture, je ne vais pas refaire toute ma psychologie, mais une lecture de ce que j'ai traversé dans mon corps à travers ma voix, juste en m'entendant. Et puis, c'est pas chanté, je ne sais pas chanter, mais c'est une note, quoi. On faisait un... Trop bien. Ah, trop bien. Et, incroyable. Donc là, j'ai vibré, je me suis dit, voilà, je suis en train là, de dénouer des choses, ce qui, dans le processus créatif en lui-même, peut être douloureux aussi, parce qu'une fois que c'est dénoué, du coup, j'ai le diaphragme ouvert pour le coup, et j'écris, et je suis beaucoup plus sensible. Enfin, quand j'écris, c'est des choses soit qui me ramènent à mon passé, mon enfance ou mon adolescence, je vais épargner les détails, soit qui me ramènent à quelque chose forcément de personnel, que j'ai vécu de près ou de loin. Et donc, des larmes qui viennent beaucoup plus vite. Il y a un rapport beaucoup plus sensible à l'écriture là, en ce moment. Mais je sens que je suis dans le juste. Enfin, il y a un truc... C'est trop bien. Est-ce que tu veux dire encore des choses? Non, je te remercie de m'avoir offert cet espace, parce que c'est des espaces importants. Je crois, mais... de parole. Je suis content. Moi, je te remercie d'être venu. En tout cas, c'était vraiment trop cool. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Yanis. Allez, salut, à la prochaine. Trop bien.